Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette première séance du cycle de séminaire du Centre des politiques de la Terre. Pour rappel, du coup, cette réunion va être enregistrée pour pouvoir être diffusée sur notre chaîne YouTube. Pour le moment, vous pouvez pas normalement interagir avec votre micro, tout simplement pour pas qu'on ait d'interruption pendant les présentations, mais les micros seront réouverts en fin de réunion peut-être pour laisser place aux questions. Donc voilà, je laisse Isabelle Tajos présenter nos intervenants et présenter cette première séance. Eh ben, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du microbiote racinaire et de la gestion des sols et on va prendre le problème à la racine, comme vous l'avez vu dans le titre. Et donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir comme conférencier invité Isabelle Hillenkamp, qui est directrice de recherche à l'IRD. Donc, tu es également membre du CPT. Tu travailles au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Tu es socio-économiste, tu es spécialiste des liens entre l'économie solidaire et l'agroécologie dans les pays d'Amérique latine. Et Benoît Aluni, donc tu es l'invité de Stéphanie Pfliger, qui a suggéré ton nom, qui est membre du CPT. Tu es directeur de recherche à l'INRAE, tu travailles à l'Institut Jean-Pierre Bourgain à Versailles. Tu es spécialiste des interactions plantes-micro-organismes avec un focus sur l'utilisation agronomique des micro-organismes bénéfiques pour les plantes en alternative aux intrants chimiques. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ces micro-organismes qui sont absolument partout. On connaît tous ceux qui vivent dans notre organisme sous l'appellation microbiote, mais ces micro-organismes, ils sont également présents chez les plantes, dans le sol, au contact ou à l'intérieur des racines des plantes, où leur abondance et leur diversité vont jouer un rôle fondamental, notamment dans le maintien et la pérennité de la fertilité des sols et donc la viabilité des écosystèmes agricoles. Et donc, nos deux conférenciers travaillent sur ces systèmes agricoles, soit en Europe avec les modèles d'agriculture intensive, soit en Amérique du Sud avec les modèles traditionnels d'agriculture, donc des approches distinctes et complémentaires. Donc, la microbiologie peut être utilisée pour analyser les relations plantes-microbiote avec comme retombée appliquée le développement d'alternatives à l'utilisation d'engrais de synthèse, à l'utilisation donc de l'agriculture intensive, mais ça peut être aussi envisagé du point de vue socio-économique en analysant les valeurs économiques attribuées aux plantes et leur impact sur l'agrobiodiversité et la santé du sol. Et donc, ils vont nous présenter ça lors de leurs deux exposés. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation, à remercier Stéphanie également. Dans le cadre de cette conférence, de ce séminaire, je vais donc présenter quelques aspects liés à la vie du microbiote des plantes. Et donc, pour démarrer, hop, si je parviens à passer la première diapo, j'ai plus la main. Voilà, ça devrait passer ensuite. Donc effectivement, comme l'a rappelé Isabelle en propos préliminaires, donc on connaît déjà depuis un certain temps la structure du microbiote chez les humains. Et donc, si on compare la structure, ici on a la composition bactérienne avec des grands groupes microbiens. Et on voit que selon les parties du corps, on a différentes niches écologiques au sein du corps humain qui vont être conditionnées notamment par l'état de sécheresse ou d'humidité, par la présence de sécrétions sébacées ou non. Donc on va avoir vraiment une sorte de spécialisation de niche avec des endroits qui vont avoir des propriétés très différentes et qui vont être colonisés également de manière très différente. Donc ça, chez les humains, c'est quelque chose qu'on connaît depuis déjà un certain temps. On sait que ce microbiote, il peut être ce qu'on va appeler en eubiose, donc un individu en bonne santé va avoir un microbiote d'un certain type et que par contre, quand on est dans un cadre de maladie assez régulièrement, on va être dans un cadre de dysbiose, on va avoir un déséquilibre de ces microbiotes. Donc chez les humains, on le connaît depuis un certain temps. Il y avait un effort assez important au niveau recherche qui a été mis sur la table pour pouvoir connaître ce microbiote et commencer à essayer de comprendre les relations entre le microbiote et la santé humaine. Et puis, au cours de la dernière décennie, il y a aussi un regain d'intérêt très important pour le rôle des microbes dans la vie de la plante. Et donc, on peut observer que entre la diversité microbienne qu'on observe dans un sol, celle qu'on va avoir à proximité des racines, voire dans la plante et dans les différents organes de la plante, là, à nouveau, on va avoir une structuration assez importante de ces populations de microbes.
Donc, ça se caractérise par la présence de différents niveaux d'interaction. On a des bactéries ou des champignons qui vont interagir à la surface des racines, même à la proximité dans le sol, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. On va avoir la surface des racines, c'est le rhizoplan, et puis on va avoir ce qu'on appelle l'endosphère, qui est donc le compartiment interne. Donc certains micro-organismes vont réussir à pénétrer à l'intérieur des tissus et coloniser l'intérieur des tissus. Et puis on va avoir différents types d'organes, donc les organes racinaires d'un côté, mais on va également avoir les organes aériens avec un microbiome de feuilles qui va être différent d'un microbiome d'un épi ou d'une tige. Et donc, au sein de ce microbiote, on parle souvent des bactéries parce que ce sont les plus étudiées et celles qui sont les plus faciles à cultiver également. Mais le microbiote est plus divers que ça. Il comprend également des champignons, mais également des virus, des archébactéries. Donc là, on est sur un groupe un peu particulier de micro-organismes et des protistes. Et donc, ce qui va nous intéresser dans ce microbiote, c'est l'interaction des microbes avec leur hôte en tant que tel, le fait de les coloniser, d'interagir avec cet hôte. Mais on a également tout un niveau d'interaction entre microbes qui est extrêmement important. Et donc, on a une forme d'équilibre qui va se mettre en place en fonction des relations entre microbes, qui peuvent être des relations mutualistes où ils vont s'aider mutuellement, des relations de compétition ou de prédation, des antagonismes. Et puis, il y a une notion qui est assez intéressante ici, c'est aussi la notion d'espèces clés. Donc, des taxons clés de voûte, des espèces, quand elles sont présentes, on va avoir un certain assemblage de microbiotes. Et dès qu'elles disparaissent, eh ben, le microbiote va se structurer très différemment. Et donc, quand on étudie les microbiotes, on s'intéresse notamment à la création de réseaux, des réseaux de co-occurrence, notamment avec, tiens, si l'espèce A est présente, est-ce que l'espèce B est toujours présente, jamais présente, parfois présente, avec quelle fréquence, etc., etc. Et donc là, on peut constituer ces réseaux et de ces réseaux, on peut identifier des taxons clés de voûte. Je reviendrai sur cette notion plus tard parce que j'étudie un de ces taxons clés de voûte et son rôle sur la structuration du microbiote. Alors, ce microbiote, quelles fonctions il va avoir dans la vie de la plante? Ça va être des fonctions assez diverses, des fonctions en lien notamment avec la nutrition. Ça, c'est la partie qui m'intéresse particulièrement, notamment tout ce qui va être fourniture d'azote à la plante. Comme vous le savez, une plante, elle va réaliser la photosynthèse avec son appareil collinaire. Donc, les parties vertes vont faire la photosynthèse et permettre la captation de carbone. Mais l'appareil racinaire, lui, il est responsable de la nutrition minérale et notamment de l'acquisition d'azote, de phosphate, de potassium et d'un certain nombre de microéléments comme certains métaux. Et donc, ce microbiote, il va pouvoir jouer un rôle sur la nutrition. Il va aussi pouvoir jouer un rôle dans le développement de la plante, en modulant l'architecture de la plante, en modulant la croissance de la plante, notamment par la production d'hormones végétales. Donc, les plantes, tout comme nous avons des hormones qui contrôlent notre développement, les plantes ont aussi des phytohormones. Et certains micro-organismes sont devenus experts dans la production ou la destruction de certaines de ces phytohormones et ainsi changent le plan de développement des plantes. Ils peuvent aussi jouer sur des hormones de réponse au stress et sur des voies de réponse au stress. Et donc ça permet à des plantes de mieux tolérer les stress. Et puis on a aussi tout un aspect défense. Donc vu qu'on a une compétition qui peut se mettre en place entre micro-organismes ou la production de certains métabolites par des micro-organismes qui vont lutter par antibiose ou par antagonisme contre d'autres micro-organismes, on va pouvoir jouer sur les équilibres entre microbes bénéfiques et microbes pathogènes. Et puis ce microbiote, il n'est pas statique au cours de la vie de la plante. Quand on plante une graine dans un sol et qu'elle va se développer, au fil de son cycle de développement, ce microbiote, il va changer. Et ça, il va changer également en fonction des besoins de la plante. Et donc, quand elle a certains besoins, elle va modifier la signalisation avec ces microbes et ça va permettre de recruter différents microbes. Donc, c'est notamment la notion qu'on appelle de cry for help, où une plante va changer sa signalisation pour appeler à l'aide un certain nombre de nouveaux microbes qui vont permettre de rétablir une situation de biose alors qu'on était dans une situation de dysbiose. Alors, je vous parle de microbiote, mais je ne vous dis pas forcément comment on les analyse. Donc, de ce point de vue-là, on se retrouve face à des environnements complexes où on va avoir des communautés microbiennes qui sont extrêmement complexes. À partir de ça, on va extraire de l'ADN et puis de cet ADN, on va avoir deux approches différentes. Soit une approche où on va amplifier par PCR. Maintenant, depuis le Covid, je pense que tout le monde a une notion de ce qu'est la PCR. Donc, par PCR, on va amplifier un gène, qui est un gène qui doit être suffisamment répandu chez tous les individus. C'est un gène ubiquiste, il doit être présent chez tous les individus. Donc, typiquement, nous, ce qu'on étudie chez les micro-organismes, ce sont des ARN ribosomiques. Donc, c'est une structure qui est commune à tous les êtres vivants, mais qui est suffisamment variable pour pouvoir identifier à quel groupe taxonomique appartient une bactérie. Donc, avec ces approches par séquençage
d'amplicon. On va amplifier un gène et séquencer ce gène. On va savoir que, bah, tiens, j'ai une copie provenant de cet individu, j'ai X copies provenant de cet individu et d'autres provenant de celui-ci, etc., etc. Et donc, avec ça, je vais avoir une vision taxonomique de qui est présent dans cet environnement. L'avantage, c'est que ces techniques, elles sont aujourd'hui relativement peu chères, elles sont relativement faciles à mettre en place. Et donc, ça permet d'avoir rapidement une notion de qui est là. Toutefois, c'est pas suffisant pour comprendre ce que fait le microbiote, et donc de plus en plus, les communautés scientifiques qui travaillent sur les microbiotes se tournent vers des approches qu'on appelle métagénomiques, où là, on va faire un séquençage en masse de tout cet ADN environnemental qu'on a pu récolter, et à partir de là, on va essayer de reconstituer des génomes entiers. Et à partir de là, bah, on va pouvoir, dans ces génomes, aller rechercher des fonctions, à savoir des voies métaboliques, par exemple. Bah, j'ai des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique, c'est intéressant pour fournir de l'azote à la plante. J'ai des bactéries qui peuvent solubiliser du phosphate, qui peuvent produire telle ou telle hormone, etc., etc. Et donc ça nous informe sur la fonctionnalité de ce microbiote. Alors, je vous parle de cette différence entre taxonomie et fonctionnalité parce que la plupart des approches que je vais vous présenter ensuite sont basées sur la taxonomie. C'est ce qui a été fait au cours des 10 dernières années. Mais de plus en plus, on se recentre vers la fonctionnalité parce que vous verrez que les plantes, au final, elles sont pas très intéressées par qui vous êtes, mais par qu'est-ce que vous faites. Et donc, il y a pas mal de substitutions possibles au sein d'un microbiote. Du moment que les fonctions sont remplies, la plante est satisfaite et quelque part, la notion taxonomique n'est pas toujours très informative. L'autre aspect, c'est que parfois, vous avez au sein d'un genre bactérien, avec ces notions taxonomiques, on redescend pas toujours à un niveau de précision très important. On arrive parfois au genre, parfois à l'espèce, mais jamais à la souche. Or, on sait que il y a une très grande diversité génétique chez les microbes et qu'au sein d'une même espèce microbienne, certains vont être pathogènes, d'autres vont être symbiotiques. Et donc, cette information qui me dit que je suis tombé dans tel genre bactérien ne m'informe pas forcément sur ce que va réellement faire la bactérie. D'où l'intérêt d'aller vers ces approches métagénomiques. Et donc, une fois qu'on a collecté ces données et qu'on a réalisé ces séquençages et qu'on a identifié nos bactéries et les fonctions qu'elles avaient, on va pouvoir aller réaliser des analyses de diversité ainsi que des analyses statistiques pour voir si on a des enrichissements ou des appauvrissements de certaines communautés. Et puis, on va construire ces fameux réseaux de co-occurrence que je vous ai montré sur une diapo précédente. Alors, le problème de ces approches de séquençage, c'est qu'elles sont très sympas, elles nous donnent beaucoup d'infos, mais ça reste essentiellement descriptif et ça ne nous permet pas de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Une fois qu'on a séquencé notre ADN, on a un beau tableau Excel, mais on n'a plus de microbes dans les mains, on ne peut pas faire d'approche fonctionnelle, on ne peut pas inoculer ces microbes, etc., etc. Donc, en parallèle de ces approches de séquençage, souvent, il y a des approches qu'on appelle de culturomique. On va créer des collections de microbes, on va isoler des microbes dans l'environnement, et ça va nous servir de substrat pour ensuite aller tester des hypothèses fonctionnelles à partir de ce qu'on aura compris des réseaux microbiens. Donc ici, on part d'une situation de départ, on a des graines de colza, on va les planter dans un sol et puis on peut se demander déjà quel microbiote va être constitué et d'où provient ce microbiote. Est-ce que ce microbiote, il vient de la graine et donc des parents en quelque sorte? Est-ce qu'il vient du sol? Et donc là, il y a des collègues d'Angers qui ont mis en place une approche où ils ont planté des graines de colza dans un sol, ils ont séquencé le sol, ils ont séquencé le microbiote des graines et ensuite ils ont fait pousser leurs plantes et ils ont récolté les tiges, les racines et ils ont étudié la composition de ce microbiote. Et donc, ils ont regardé le nombre de taxons bactériens qu'ils observaient dans les différents compartiments, dans la tige, dans la racine, dans le sol, et ils ont regardé quels étaient les recoupements. Et on voit qu'en fait, la graine en tant que telle, elle apporte relativement peu de micro-organismes aux autres organes, tandis que le sol, clairement, il apporte la majorité de ce qu'on va retrouver sur des tiges ou sur des racines. Donc clairement, là, on a ce qu'on appelle une transmission horizontale en biologie, c'est-à-dire que c'est pas du parent à l'enfant que le microbiote est transmis, c'est vraiment une acquisition environnementale. Et donc ça souligne le rôle très très important du sol et de la dynamique du sol, de la santé du sol dans l'acquisition de ce microbiote de la plante. En comparaison, si on regarde chez l'humain, on sait maintenant qu'une bonne partie du microbiote est acquis par les parents, notamment lors de l'accouchement. On sait qu'un enfant qui naît par césarienne ne va pas avoir une structuration de microbiote similaire à un enfant qui naît par voie basse, par voie naturelle. Donc là, chez la plante, tout se passe par un recrutement depuis le sol. Et alors ça met en exergue le rôle d'un phénomène très important qui est l'exsudation racinaire. Donc les plantes réalisent de la photosynthèse, elles fixent du carbone, mais ce carbone, certes, il va rentrer dans la biomasse de la plante, mais elle va en réinvestir une partie dans le sol, de façon à recruter et entretenir ce microbiote. Donc le microbiote, il faut le nourrir, il faut lui fournir de quoi se nourrir, et donc la plante va réinjecter entre 20 et 30% de son carbone dans le sol, via les exudats racinaires, et ça va jouer sur le recrutement du microbiote, et ce microbiote, en fonction
de ce qu'il va être capable de faire, il va aussi faciliter la mise à disposition de nutriments pour la plante. Donc on peut voir une grande diversité dans le sol, puis une diversité plus réduite au niveau de la rhizosphère, et après les quelques-uns qui peuvent rentrer dans la racine sont encore plus limités. Et donc là, on a un appauvrissement en diversité progressive et une spécialisation de l'interaction entre la plante et les micro-organismes. Donc dans ces exudats, on va retrouver notamment des sources de carbone, des sources d'azote, des acides organiques, ça va être essentiellement des sources de nutriments, mais on va trouver aussi des molécules qu'on appelle des métabolites spécialisés, qui sont généralement des molécules qui ont des effets très forts en termes d'effets d'antibiose, et donc ils peuvent avoir un effet pour repousser certains micro-organismes, les empêcher de pousser, ou au contraire favoriser d'autres groupes. Et donc ça joue aussi sur la sélection de ce microbiote. Donc ici une illustration avec un indice de diversité microbienne. On voit que dans le sol, on a une très forte diversité. Elle diminue dans la rhizosphère, elle diminue encore plus dans l'endosphère, qu'on soit racinaire ou foliaire. Par contre, à nouveau, sur la phylosphère, là, on est à la surface des feuilles, on a des bactéries, des champignons qui peuvent arriver aussi par le vent, par l'air, par d'autres moyens. Et donc là, on réenrichit à nouveau en diversité. Alors, les exudats, ils vont aussi avoir un rôle non pas que sur les bactéries associées à la racine en tant que telles, mais aussi sur les bactéries du sol. Et en fait, je voulais remettre un focus sur l'importance des micro-organismes dans le fonctionnement des cycles biogéochimiques. Donc ici, je vous ai illustré le cycle de l'azote. On a un réservoir majoritaire qui est l'azote atmosphérique, et puis on a de l'azote sous différentes formes dans le sol. Et en fait, ce qui est très important de voir ici, c'est que ce sont des groupes microbiens, des bactéries à chaque fois, qui sont capables de ces interconversions et qui vont réaliser ces interconversions dans le cycle de l'azote. Et donc, les plantes, elles vont être capables de pomper des nitrates dans le sol, dans une moindre mesure de pomper de l'ammonium. Elles vont ensuite transformer ça en ammonium puis en acide aminé et s'en servir dans leur métabolisme. Et donc, dans les exudats racinaires, on va retrouver des composés qui peuvent moduler l'activité biologique des bactéries, donc notamment des composés qui vont jouer sur les bactéries nitrifiantes pour bloquer leur activité, donc limiter la vitesse de conversion de l'ammonium vers le nitrate, et également on peut avoir chez certaines plantes des inhibiteurs de dénitrification, donc ils vont empêcher la conversion du nitrate vers de l'azote atmosphérique, et donc les plantes n'étant pas capables de métaboliser l'azote atmosphérique, le fait de bloquer la dénitrification, ça leur permet de garder un pool de nitrate utilisable pour leur nutrition azotée. Alors, dans l'équipe, on s'intéresse plus particulièrement à une symbiose qui, en fait, est à la base de la conquête des milieux terrestres. Donc, la vie végétale, elle a commencé dans les océans, et puis on a eu progressivement une sortie de l'eau qui s'est effectuée il y a à peu près 5 à 600 millions d'années. Et cette sortie de l'eau, en fait, elle s'est faite déjà en symbiose avec des micro-organismes. Donc, quand on analyse des fossiles de plantes qui ont autour de 450 à 500 millions d'années, on voit qu'à l'intérieur de structures qui sont similaires à des tiges, on va retrouver des traces d'une infection qui est très très similaire à ce qu'on observe aujourd'hui avec la symbiose mycorhizienne arbusculaire, qui est une symbiose qui met en relation un champignon qui colonise le sol et la racine d'une plante. Et ce champignon, il va pénétrer dans les structures racinaires, il va même pénétrer à l'intérieur des cellules, et vous allez avoir des structures d'échange qui sont les arbuscules, qui permettent à la plante de récupérer de l'eau, des minéraux qui auront été exploités dans le sol par le champignon. Et en échange, la plante, elle va fournir au champignon des lipides et des sucres, donc des sources de carbone qui sont issues de la photosynthèse. Et cette symbiose mycorhizienne qui a démarré il y a environ 500 millions d'années, en fait, elle est présente chez l'ancêtre d'à peu près toutes les plantes terrestres. Et donc aujourd'hui, on a plus de 70% des plantes terrestres qui sont concernées par cette symbiose. Donc en travaillant sur cette symbiose, on peut avoir un impact assez important au niveau des dynamiques des écosystèmes et des agrosystèmes. Et donc, je vous ai présenté la plante comme étant une plante qui développe une rhizosphère qui, grâce à ses exudats, va influencer une partie du sol et va être capable de pomper des nutriments dans ce sol, mais c'est très limité cet espace d'exploration. Alors que dès qu'on s'associe à un champignon mycorhizien, on va explorer une zone beaucoup plus importante du sol, et ça va permettre de mieux explorer le terrain et mieux exploiter les ressources à disposition. Ça permet aussi de mieux exploiter les ressources en eau, et donc typiquement, ça permet d'augmenter la tolérance à des stress hydriques pour les plantes qui sont mycorhizées par rapport à des plantes qui sont non mycorhizées. Et puis, ce qui, moi, va m'intéresser davantage encore là-dedans, c'est de regarder la structure des microbiotes chez des plantes non mycorhizées ou chez des plantes mycorhizées, et de voir quelles peuvent être les synergies qui sont mises en place entre les champignons et les bactéries du sol. Donc de là, on peut se demander comment on peut moduler l'interaction entre un microbiote et une plante. Et donc, on a 3 leviers principaux. On a notamment les pratiques agricoles, donc la façon dont on va cultiver les plantes, la façon dont on va
organiser la production agricole, organiser les rotations, organiser la présence de machinisme ou non, la présence de plus ou moins d'humains à l'hectare pour s'occuper de ces plantes, etc., etc., et puis la pérennité économique qui va avec. On va avoir la génétique végétale, avec notamment tout ce qui va être amélioration végétale, sélection de plantes qui vont être plus à même d'interagir avec un microbiote. Et puis, il y a la dimension également inoculation de micro-organismes, donc fournir à la plante des micro-organismes qui soient ad hoc pour que le démarrage de la croissance soit bon et que l'implantation de la culture soit bonne. Donc, pour les pratiques agricoles, on a notamment l'agriculture conventionnelle, que certains qualifient d'industrielle. On a de l'agriculture biologique, on a de l'agriculture de conservation des sols. Le problème, c'est que l'agroécologie, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez vaste. Il n'y a pas une pratique, il n'y a pas un label agricole pour dire je travaille en agroécologie et je vends avec un label agroécologie. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent s'insérer en fait dans les différents itinéraires techniques, avec forcément l'agriculture bio qui pratique déjà plus l'agroécologie que les autres, mais on peut introduire de l'agroécologie dans du conventionnel et dans de l'agriculture de conservation. Pour ce qui est de la génétique végétale, donc on a des différences entre les génotypes végétaux, on va avoir des différences de composition d'exudats et on peut essayer d'aller cibler des gènes clés pour soit les rentrer dans des programmes de sélection, soit pour certains aller vers de l'édition génomique en fonction de l'évolution des cadres légaux autour de ces questions d'édition des génomes. Et puis, pour ce qui est de l'inoculation des micro-organismes, quand on constitue des collections de micro-organismes, on peut ensuite aller les cribler. Donc là, on peut discuter des choix de critères pour savoir quel est le micro-organisme qu'on veut prendre et pourquoi. On peut s'intéresser aussi à l'efficacité et à la robustesse de ces inoculations au champ. Parce qu'effectivement, quand vous inoculez un microbe dans une parcelle, le sol, il n'est pas stérile, il contient déjà un microbiote. Et donc, arriver à implanter un microbiote en plus de celui qui est présent ou remplacer celui qui est présent, c'est pas quelque chose d'évident. Et puis on a des questions aussi autour de l'homologation et de la mise sur le marché de ces micro-organismes et de ces inoculants. Donc ce schéma est un peu lourd, mais quelque part, il résume pas mal de choses. C'est un schéma qui compare l'agriculture conventionnelle à de l'agriculture de conservation. Et donc, dans l'agriculture conventionnelle, on va généralement avoir ce qu'on appelle de la culture en monocropping, donc des cultures où on va avoir la même espèce qui est cultivée sur de très grandes superficies et avec le même génotype, la même plante sur des hectares et des hectares, et puis assez peu de rotation. Et dans les périodes hivernales, on va généralement avoir un sol nu. On aura une absence de couvert. Et donc, ce sont des modèles agricoles qui fonctionnent avec énormément de machinisme, donc avec également des tracteurs qui sont assez lourds, qui mènent à une compaction des sols. On va avoir également un recours à une fertilisation qui est essentiellement minérale et à un contrôle des agents pathogènes qui se fait essentiellement via des pesticides. Donc là, on a notamment du travail de sol avec un labour profond. Vous pouvez vous douter que pour des micro-organismes dans le sol, ici, vous avez une sorte de gradient de disponibilité en oxygène, vous avez quelque chose qui est très structuré verticalement, et donc entre les micro-organismes qu'on trouve dans les 5 premiers centimètres et ceux qu'on trouve à 20-30 ou à 1 mètre du sol, on a des modes de vie qui sont radicalement différents du fait notamment de cette disponibilité en oxygène. Et donc, quand vous réalisez un labour profond et que vous retournez le sol sur 30 à 40 centimètres, du point de vue des micro-organismes, vous avez complètement retourné leur environnement et vous les avez mis à un endroit où ils n'étaient pas habitués à vivre. Et donc là, on se retrouve assez régulièrement, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, avec des sols qui sont de moins en moins vivants, qui se compactent et qui vont s'éroder plus facilement aussi, être plus sensibles aux événements climatiques extrêmes, que ce soit craquelures en cas de sécheresse, des vents qui balayent les sols au fur et à mesure, et puis des événements de flooding aussi, des inondations qui vont être plus graves sur ces sols-là parce qu'ils sont moins drainants. Et de l'autre côté, on va avoir de l'agriculture de conservation. Dans l'agriculture de conservation, en général, on va travailler sur davantage de rotation culturale avec des plus petites surfaces. On va pouvoir intégrer également de l'agroforesterie avec des plantations d'arbres fruitiers ou d'arbres d'intérêt en ébénisterie et autres, avec des cultures vivrières. On va utiliser aussi ce qu'on appelle des cultures associées, donc de l'intercropping. On va faire pousser une rangée de légumineuses, une rangée de céréales, côte à côte, de façon à ce qu'on ait des synergies qui se mettent en place entre plantes. Et puis, durant les périodes hivernales ou pendant les intersaisons, on va quand même mettre un couvert végétal de façon à maintenir une vie végétale dans ce sol, et donc des plantes qui vont continuer à exuder, continuer à nourrir les micro-organismes, et donc maintenir les micro-organismes tout au long de l'année dans une dynamique dans ce sol. Et puis là, à nouveau, en termes de fertilisation, on va davantage réutiliser les débris de culture, on va utiliser des biochars, on va utiliser des composts et différents types de fertilisants naturels, de fertilisants biologiques,
en plus ou en appoint de fertilisation minérale et avec une réduction potentielle de l'application de pesticides au profit d'utilisation de produits biologiques. Et puis là aussi, on va avoir une réduction du travail du sol avec soit plus de labour, soit un labour très limité ou des possibilités d'aller simplement faire passer des disqueuses dans les sols pour faire des sillons de semis quand on est en semis direct. Et puis, on va essayer de limiter l'implication de gros matériel et donc limiter la compaction des sols. Donc ça permet de promouvoir des équilibres microbiens qui facilitent le biocontrôle des agents pathogènes et qui vont promouvoir la diversité microbienne des sols tout au long de l'année. Alors ici un exemple d'essai avec du maïs, où vous avez 2 variétés de maïs qui ont été testées, soit en conventionnel, soit en organique, et on s'intéresse à la diversité microbienne dans ces sols, et on voit que la diversité, elle est beaucoup plus forte quand on est en culture biologique que quand on est en culture conventionnelle. De la même façon, ici, des expériences sur blé, où ils ont pris des parcelles qu'ils ont soit jamais cultivées, soit cultivées en conventionnel, soit cultivées en organique. Ils constatent dans ce cadre-là que le nombre de taxons bactériens qu'on observe est plus important, on a une plus grande diversité bactérienne et un plus grand nombre d'espèces bactériennes différentes dans le cadre de cultures menées en agriculture biologique. Ici, sur un autre essai sur blé, les collègues ont essayé de comparer ce qui se passait en agriculture conventionnelle avec un labour profond, avec ce qui se passait en conventionnel sans labour, en organique avec labour profond et en organique sans labour. Et ce qu'ils obtiennent, c'est effectivement des réseaux de micro-organismes qui ne sont pas les mêmes. On voit qu'on a des structurations de ces réseaux qui sont différentes avec des centres, des barycentres qui ne sont pas les mêmes. Et donc, clairement, on a un effet très fort de ces pratiques agricoles sur la structuration des microbiotes. Alors maintenant, comment intégrer aussi l'aspect amélioration végétale? Pour les espèces domestiquées, on a malgré tout une certaine diversité au sein des espèces. Ici, vous avez une illustration de la diversité des épis de maïs qu'on peut obtenir. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est beaucoup plus difficile à aller regarder, c'est ce qui se passe pour la partie racinaire. Mais concrètement, cette diversité que vous voyez au niveau aérien sur la forme et la taille des épis, vous la retrouvez également dans la composition des exudats racinaires et également dans la composition des microbiotes qui sont recrutés par ces plantes. Donc de ce fait-là, on peut aller vers des études qu'on appelle de génétique d'association, où on va aller séquencer les génomes de ces différentes plantes et on va aller rechercher l'association spécifique d'un locus génétique avec la présence d'une bactérie ou d'un taxon ou d'une structuration de microbiote particulière. Et donc, quand on identifie ces cibles au niveau génomique, derrière, on peut aller vers de la sélection variétale et décider d'introgresser ces loci génétiques venant d'une variété donnée ou d'une autre variété donnée vers des variétés élites, de façon à ce qu'elles aient des meilleures capacités à sélectionner un microbiote efficace pour leur nutrition. Et puis, pour ce qui est de l'aspect inoculation, pour les inoculations de plantes, en fait, il faut réaliser des collections de microbes, également disposer des profils de diversité des métagénomes. Et de là, on va pouvoir cribler les micro-organismes pour les assembler en ce qu'on appelle des communautés synthétiques. Et ces communautés synthétiques, on va les choisir pour un certain type de fonction, on va tester leur compétitivité, mais on se heurte à des problèmes d'homologation, puisqu'à l'heure actuelle, on doit homologuer les souches une par une, et donc les homologations de mélange ne se font pas de façon simple, et ça pose des questions sur la pérennité économique de ces modèles également. Donc, ce qu'on peut noter également, c'est un intérêt très fort des industriels de l'agriculture actuellement vers le développement de ces biosolutions. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui d'habitude produisaient des pesticides ou des produits issus de la chimie fine et qui vont maintenant vers le développement de produits biologiques. J'arrive vers la fin de mon exposé qui a duré déjà sans doute un peu plus longtemps que prévu, j'en suis désolé. Pour ce qui est du maïs, donc le maïs, c'est pas franchement une production très agroécologique à l'heure actuelle, c'est la plus grosse production mondiale, donc il y a un vrai intérêt à travailler dessus parce qu'elle est présente partout sur la planète. En France, c'est quand même 11% de la surface agricole utile et 15 millions de tonnes de maïs grain produit et près des 2 tiers de la surface qui est en maïs en silage pour la nutrition des bovins. C'est une plante qui a besoin de beaucoup d'engrais, de beaucoup d'eau, donc c'est là que le microbiote peut intervenir parce qu'on a vu que le microbiote pouvait offrir des services en termes de fourniture d'eau et de limitation des engrais en fournissant des nutriments. On a une grosse majorité en conventionnel, très peu d'AB, très peu d'ACS. Et on a des utilisations multiples du maïs, donc ça on peut revenir aussi sur est-ce que les projections de production de maïs vont être les mêmes ou pas dans le temps, sachant que les utilisations pourraient être amenées à varier. Donc pour conclure ce topo, donc je souhaitais rappeler que les microbiotes végétaux sont surtout acquis depuis l'environnement, qui varient d'un individu à l'autre et au fil du développement, que cette composition elle varie selon les besoins de la plante,
et que le microbiote fournit des services en retour à la plante, et que la diversité et la fonctionnalité du microbiote, on peut les moduler via les pratiques agricoles, les choix de variétés de plantes qu'on cultive et l'inoculation de micro-organismes, et que l'essor de ces pratiques agroécologiques mettent en exergue l'intérêt actuel pour le microbiote des plantes, son pilotage, et donc même vers la conception de la plante et de ses microbes comme étant un ensemble unique, et la notion d'holobionte. Et voilà, je vous remercie pour cette première échange. Merci beaucoup, Benoît. Et donc maintenant, il va écouter notre deuxième invitée, Isabelle. On va faire un autre aspect de la gestion des sols avec les systèmes agricoles traditionnels en Amérique du Sud. Merci. Alors, on vient d'ouvrir le PowerPoint. Alors, celui-là. Une seconde, le temps que le technique vive. Bon. Alors, désolé, parce que je pense que hop. Et donc, c'est C'est celui-ci. celui-ci. Et voilà. Super, merci beaucoup. Donc, effectivement, un point de vue complémentaire, un point de vue de sciences sociales qui va surtout aborder le premier élément, le premier levier mentionné par Benoît, celui des pratiques agricoles, et qui va essayer de tisser un lien entre l'agrobiodiversité et ce que je vais appeler la pluralité économique. Donc, en introduction, si on essaie de se situer, je dirais qu'il y a trois vies. Alors, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est l'interaction entre, d'une part, la vie du sol, et notamment les racines, la rhizosphère dont Benoît vient de nous parler, la vie des plantes, et je dirais aussi celle des animaux, et puis la vie au-dessus du sol, et donc une vie sociale au sens large, c'est-à-dire socio-économique et sociopolitique. Je vais me baser sur les résultats d'un projet collectif qui a été mené par une équipe franco-brésilienne dans le cadre d'un projet ANR que j'ai coordonné de 2021 à 2025 et dont le titre est Rapport à la nature et égalité de genre, pratique et mobilisation féministe dans l'agroécologie au Brésil. C'est un projet donc entre sciences sociales, différentes disciplines et agroécologie avec des collègues notamment dans le département des sols et de nutrition des plantes de l'Université fédérale de Viçosa, au Minas Gerais, au Brésil, dans la zone d'Amad. Je passe rapidement sur le montage, mais je peux signaler qu'il s'agit d'un projet de recherche-action avec une co-construction des questions de recherche, des modalités et de mise en débat des résultats. Il y a plusieurs thèses qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Et aujourd'hui, je vais notamment me baser sur les résultats de la thèse de Luana Figueiredo, dont le titre en français est Agriculture qui alimente la terre, qualité des sols et des jardins agroforestiers. Il y a un terme très spécifique en brésilien qui est quintal, que je traduis par jardin, mais c'est en fait un jardin qui comprend typiquement un potager, un élevage de petits animaux, un verger et un ensemble d'infrastructures. C'est une thèse qui a été réalisée sous la direction de ma collègue Irène Cardoso et à laquelle j'ai participé comme membre du comité de thèse. Donc, dans un premier temps, je vais m'appuyer donc sur les résultats de la thèse de Luana Figueiredo pour essayer de bien cadrer cette interaction entre les trois vies au-dessus du sol et des plantes. Je vais présenter tout d'abord quelques photos de ces jardins agroforestiers, quintais, dans lesquels vous constatez qu'il y a un couvert végétal, donc un verger, des arbres qui ont plusieurs fonctions, on va le voir, une diversité de plantes, des pratiques de couverture, de fertilisation des sols, de recyclage des nutriments. Précisément, pour ce séminaire, j'ai été relire en fait un des chapitres de la thèse de Luana où elle utilise les données collectives du projet et elle les met en relation avec la littérature scientifique pour comprendre comment est-ce qu'un certain nombre de pratiques ont un impact sur la vie du sol. Alors, sur ce tableau, s'il y a des erreurs, c'est que c'est moi, en tant que chercheur en sciences sociales, qui n'ai peut-être pas compris certaines choses. Et je pense que l'idée générale devrait être correcte. Donc, ce qu'on voit, c'est deux grands types de pratiques qui ont un impact sur la vie du sol. Les premières, évidemment,
C'est des pratiques qui ont directement pour but de gérer la fertilité du sol. C'est des pratiques assez classiques de compostage, d'épandage de fumier, de couverture du sol, d'épandage de cendres domestiques du foyer de la maison, qui toutes vont avoir pour effet soit d'alimenter ces micro-organismes, ces bactéries et autres champignons dont nous a parlé Benoît. En plus, dans certains cas, d'apporter des corrections au sol en calcium, pH, toxicité de l'aluminium, etc. Et puis, il y a une deuxième catégorie de pratiques qui n'a pas directement pour but de gérer la fertilité du sol, mais qui en fait contribue directement à alimenter cette rhizosphère. Ça, c'est très intéressant. C'est en fait toutes les pratiques qui sont en lien avec l'utilisation de la biodiversité. Donc, dans ces jardins agroforestiers, on a à peu près 30% d'espèces d'arbres. Et ces arbres, évidemment, ils structurent la rhizosphère, ils produisent ces exsudats radiculaires ou racinaires dont a parlé Benoît. Ils alimentent les micro-organismes, ils produisent les processus de symbiose et autres types d'interactions, en plus d'autres fonctions, notamment d'ombre et de régulation du microclimat. On a des cultures extrêmement diversifiées, je vais y revenir, qui elles aussi contribuent à une rhizosphère particulièrement riche, et on a en particulier des plantes qui contribuent à cette fixation de l'azote, le cycle que Benoît là aussi a illustré, et qu'on connaît localement comme étant des engrais verts. Il y a un ensemble de pratiques de reproduction de semences qu'on appelle criollas au Brésil, à peu près l'équivalent des semences paysannes en France, qui sont des pratiques grosso modo de conservation in situ de ces semences, de circulation aussi à l'échelle locale, et qui contribuent à la vie du sol par la diversité génétique. Ensuite, on a, comme je le disais rapidement, un élevage de petits animaux qui contribuent à l'apport en fumier. Et puis, les cultures en consortium, là aussi, c'est quelque chose de très connu qui produit un ensemble de complémentarité. Donc, partant de là, ce qui est intéressant depuis un point de vue des sciences sociales, c'est de se demander quelle est la logique de ces pratiques. Qu'est-ce qui fait que cet ensemble de pratiques qui nourrit le sol va être maintenu? Et ce que met très bien en évidence la thèse de Luana dans son deuxième chapitre, c'est la diversité des usages. Il n'y a pas que la fertilisation du sol, mais il y a en fait un ensemble beaucoup plus large de pratiques qui vont contribuer à ce que les sols soient nourris de cette façon. Elle en a identifié une dizaine, parmi lesquelles la consommation, donc le fait de produire pour l'alimentation familiale, selon des cultures culinaires, selon des modes d'alimentation qui vont conduire à planter une grande diversité de cultures. Il y a aussi tout un circuit de donation, donc des circuits de réciprocité à l'échelle locale qui là aussi vont conduire à maintenir cette diversité cultivée. Il y a toute la problématique de l'ombrage qui en plus s'accentue avec le changement climatique. Il y a ensuite effectivement les pratiques spécifiques de fertilisation. Il y a ensuite des usages médicinaux, des consommations assez variées sous forme d'infusion. Ensuite arrive la question de la vente. Donc vous voyez qu'en termes de fréquence, elle arrive finalement assez tard, donc ce qu'on va commercialiser. Il y a ensuite l'alimentation animale. Il y a des plantes spontanées, donc qui apparaissent sans qu'on les ait plantées et qui sont maintenues. Il y a des plantes qui sont cultivées spécifiquement comme étant des indicateurs de la qualité du sol. Et puis ensuite, il y a des plantes qui servent, entre autres, à la couverture du sol. Bien sûr, il y a aussi une multifonctionnalité. Il y a beaucoup de plantes qui remplissent plusieurs usages. Donc là, je vous montrerai un deuxième graphique en portugais qui est directement extrait de sa thèse, qui est le relevé pour 11 jardins agroforestiers des usages des plantes dans différents sous-ensembles de ces jardins agroforestiers. Donc, horta, c'est le potager, pomar, c'est le verger, et roça, c'est un petit champ à l'intérieur de ce jardin. Et donc, vous voyez que ces usages sont extrêmement variés, et sans entrer dans les détails, ce qui est important de constater, c'est que finalement, c'est le maintien de cette diversité d'usages qui va permettre de manière large de maintenir une qualité du sol extrêmement bonne. Deuxième niveau de diversité qui est beaucoup plus connu, celui-ci, c'est un relevé de biodiversité. Alors, elle l'a fait de manière participative dans 11 familles d'une municipalité où précisément la culture commerciale principale était le maïs. Un maïs cultivé de manière conventionnelle, dont des variétés hybrides ou mixtes, des petits tracteurs, peu de diversité.
et dont 11 jardins agroforestiers des femmes des mêmes familles. Et là, elle trouve un résultat auquel évidemment on s'attendait, simplement elle a pu le chiffrer, l'objectiver. Donc on trouve 288 plantes ou espèces différentes dans ces jardins contre seulement 25 dans ces champs de maïs. Deuxième résultat sur ces 11 jardins et champs, des ethno-indicateurs des sols. Donc d'un côté, vous allez trouver en jaune les indicateurs des champs de maïs et de l'autre côté, vous allez trouver en vert et en rouge les indicateurs des jardins forestiers qui sont décomposés entre les vergers en vert et les potagers en rouge qui sont donc des sous-ensembles de ces jardins forestiers. Donc ça, c'est des ethno-indicateurs qui sont travaillés selon une méthode qui a été mise en place par deux agroécologues, Altieri et Nichols, et sur laquelle on trouve donc des choses qui vont de la santé des plantes comme ethno-indicateurs à des indicateurs de la texture du sol, de la vie du sol et jusqu'à des indicateurs de micro-organismes. C'est en l'occurrence un indicateur qui est fait à partir d'un précipitat du sol avec de l'eau oxygénée et qui permet d'observer visuellement la quantité de micro-organismes. Sur l'ensemble de ces ethno-indicateurs, on observe un résultat attendu là aussi, qui est celle d'une qualité, une qualité des sols bien meilleure dans le cas des jardins agroforestiers maintenus avec cette diversité d'usages et d'espèces. Donc voilà pour commencer. Dans un deuxième temps, j'en viens à des résultats plus de sciences sociales et notamment de socio-économie qui vont nous amener à nous concentrer plus spécifiquement sur la vie au-dessus du sol. Donc si je reprends le raisonnement, on s'intéresse à ces pratiques agricoles qui ont un impact sur le sol. Pour s'intéresser aux pratiques agricoles, on s'intéresse aux usages qui sont faits notamment des plantes et de la production en général. Et pour s'intéresser à ces usages, on va s'intéresser à la valeur des produits. Là, il faut bien comprendre quand on dit valeur que ce n'est pas seulement la valeur monétaire, mais c'est en fait un ensemble de valeurs qui sont aussi non monétaires, par exemple pour la consommation, par exemple pour les dons, par exemple pour la couverture du sol, etc. Donc c'est un sens très large. Ce sont donc non seulement des valeurs d'échange, mais aussi des valeurs d'usage. Et puis ce sont des valeurs relatives, puisque quand on s'intéresse en fait à l'occupation du sol, il faut bien comprendre que quand une culture est survalorisée, et c'est évidemment souvent le cas des cultures commerciales, elle va s'imposer dans l'ensemble de l'espace agricole et elle peut arriver à occuper tout l'espace et donc à appauvrir considérablement et l'agrobiodiversité et la vie du sol et en particulier de la rhizosphère. Et là où je voudrais remonter, c'est vers les institutions socio-économiques. Donc, comprenez un ensemble d'institutions qui vont déterminer, entre autres, la valeur des produits, qui sont évidemment des formes d'échange. Donc, on pense immédiatement au marché. J'insiste sur le fait que marché, c'est un terme extrêmement polysémique en socio-économie, en anthropologie économique. Il y a toute une déconstruction de ce que c'est qu'un marché. Donc, il y a, pour le dire rapidement, à un extrême des marchés standardisés de concurrence, où l'offre et la demande institués vont organiser les échanges, et à l'autre extrême, on va trouver des marchés encastrés dans des relations sociales qui sont, par exemple, des marchés d'économie solidaire, des marchés du mouvement d'agroécologie qui vont, eux, être co-construits par les acteurs et dans lesquels il va y avoir une très grande latitude pour déterminer ce qui a de la valeur. Mais au-delà des marchés, il y a aussi d'autres principes économiques qu'on peut aborder dans le cadre théorique d'un auteur qui s'appelle Karl Polanyi, qui va parler de principe de réciprocité, de principe de redistribution et d'un quatrième principe qu'on appelle parfois administration domestique. En français, à mon avis, c'est une mauvaise traduction. Je préfère parler d'autosuffisance pour désigner ce principe. Mais au-delà des échanges proprement dit, il y a d'autres types d'institutions qui vont aussi avoir un impact direct sur la valeur. Il s'agit notamment des systèmes de financement. Quand dans un territoire, vous avez du financement uniquement pour de la culture conventionnelle d'une unique variété, évidemment, la valeur va être extrêmement déterminée par ça. Et puis, il y a tous les systèmes de circulation de savoir et d'apprentissage des techniques qui, là aussi, ont un impact direct sur ce qu'il y a de la valeur. Donc, on parle à la fois de systèmes très étroits d'assistance technique où on vous dit de produire une seule culture, ou au contraire, de systèmes de construction de savoir diversifiés, notamment dans les espaces de formation de l'agroécologie.
Donc, à travers tout ça, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que cette diversité ou cette pluralité économique est produite, ou au contraire, comment est-ce qu'on arrive à avoir une concentration et une spécialisation productive qui va avoir un impact négatif sur le sol. Et ce que vous devez vous demander, c'est pourquoi aussi est-ce que je vous ai montré cette différence aussi nette, hein, comment est-ce que ce rapport de genre qu'on a observé rapidement entre des jardins féminins et des champs masculins, comment est-ce qu'il est socialement construit? Évidemment, c'est pas une nature biologique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, cette question, elle est immense. Il y a de multiples échelles où il faut l'aborder. Et là, pour l'exposé de ce matin, je vais surtout vous parler de l'échelle familiale parce qu'elle permet de connecter avec la vie du sol, mais il y a aussi d'autres échelles qu'on a abordées dans le projet ou qui sont abordées dans la littérature. Alors, à cette échelle familiale, ce que nous, on a produit comme données dans le projet, c'est des ethnocartes. Des ethnocartes d'une propriété familiale. Enfin, on en a produit à peu près 35. En gros, où on se demande quels sont les sous-espaces de cet espace familial. Donc, quoi? Donc, des jardins agroforestiers, des champs, des pâturages, des vergers, des étables, etc. Qui travaillent, notamment, est-ce que c'est des hommes et des femmes? Et je vais expliquer pourquoi c'était important pour nous. Et puis, comment? Donc, comment? Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Donc, c'est à la fois avec quelle diversité, avec quel type de culture, grosso modo conventionnelle ou agroécologie, et quel type d'agroécologie. Et puis, on a dessiné des flux économico-écologiques selon ces 4 principes de Karl Polanyi, dont j'ai parlé à l'instant. Donc, des flux de marché, c'est ce qu'on a dessiné en bleu sur les dessins. Et vous voyez qu'il y a des marchés de différents types. Là, par exemple, il y en a presque une dizaine. Il y a des flux d'autosuffisance, c'est les flux en jaune qui sont à l'intérieur de la propriété. Il y a des flux de réciprocité, c'est les flux qui sont en rouge. Et puis, il y a des flux de redistribution, c'est des flux qui sont en vert. Je vais vous montrer dans un instant un exemple. Ici, on a analysé les données au niveau d'un jardin agroforestier, un jardin qui est biodivers, qui est de nouveau féminin et qui est très lié à un ensemble d'organisations agroécologiques du territoire. On va voir qu'elles interviennent dans l'économie politique du territoire. Le fait que ce jardin soit féminin, comme quasiment tous ceux qu'on a observés, enfin, comme tous ceux qu'on a observés en fait, sur les 33 ou 35 cas qu'on a étudiés, c'est vraiment le résultat d'une assignation sociale d'un rôle de genre à la reproduction sociale, à la reproduction de la vie et au travail qu'on appelle de care, un travail de soin qui est à la fois le soin en personne, mais le soin à l'ensemble de l'environnement situé typiquement autour de la maison qui permet par l'alimentation, par la santé, de maintenir les personnes en bonne santé. Donc, il y a une assignation sociale qui fait que ces jardins agroforestiers sont typiquement les espaces sous la responsabilité des femmes et on le voit sur le dessin à travers les pastilles roses qui sont le travail féminin alors que les pastilles grises sont le travail masculin. Donc là, je vais vous montrer un diagramme de flux pour ce jardin agroforestier, le diagramme des flux qui rentrent. Donc vous voyez le cercle en pointillé, c'est le jardin agroforestier, le rectangle, c'est l'ensemble de l'agroécosystème, et les flux jaunes, ce sont les flux d'autosuffisance. Ce qu'on va retrouver dans ces flux d'autosuffisance, c'est précisément les pratiques de fertilisation des sols et des pratiques de maintien de l'agrodiversité. On va voir la circulation des flux de restes d'aliments de la cuisine vers les composteurs ou lombricomposteurs, leur arrivée sous forme de humus ou de compost dans le potager. On va voir les pratiques d'expérimentation de l'agrodiversité à travers la circulation de boutures et de semences, et puis les apports externes, par exemple, en termes de fumier qui vient là du troupeau. On va voir aussi des flux de réciprocité, la circulation des semences qui s'étend au voisinage, et on va voir l'apport d'un ensemble d'organisations du territoire qui sont des organisations du mouvement agroécologique, un centre de technologie alternative, un lycée agricole qui travaille en agroécologie et une mairie avec là aussi une orientation vers l'agroécologie qui vont fournir principalement des infrastructures, citernes, tuyaux, bacs, lombriques, etc. Et puis, on a aussi des flux marchands, mais qui sont des flux relativement réduits par rapport à l'ensemble de ce qui circule et qui, en l'occurrence, apportent des semences et des boutures. Donc, on voit que la pluralité économique, en fait, est fondamentale dans la construction de cette diversité qu'on observe dans les pratiques et dans les usages du sol. Même chose pour les flux qui sortent du jardin agroforestier. Donc là, ce qu'on voit surtout, c'est la circulation et la mise en valeur, la valorisation de tout ce qui est produit. Donc à l'intérieur de la propriété, il y a une forte intégration des espaces, des sous-espaces de l'agroécosystème.
vers le voisinage la famille et puis des réseaux sociaux de visite entre guillemets plus larges, on voit la circulation du matériel génétique, donc boutures, semences, du matériel de fertilisation aussi, les lombrics, c'est intéressant, ils circulent. On voit ça aussi dans les organisations du voisinage, donc notamment vers le lycée agricole, l'agricultrice renvoie des lombrics, des boutures et des semences, et puis il y a une valorisation monétaire sur des marchés locaux et socialement construits d'un ensemble de produits, principalement les légumes du potager, magasin du syndicat, donc du syndicat de l'agriculture familiale, un marché local et puis un programme alimentaire qui est un programme du gouvernement brésilien. C'est tout à fait typique de ce qu'on a observé dans l'ensemble des propriétés. Je vous montre, pour finir, l'équivalent dans un espace commercial. Alors, on ne l'avait pas pour un champ de maïs, mais on l'a pour un champ de café, qui est l'autre type, enfin, qui est même la plus grande culture commerciale dans cette région de la zona da Mata. Donc là, on voit une autre ethnocarte, un jardin agroforestier qui est réduit à la portion congrue, et puis des champs de café qui occupent en fait tout l'espace arable, avec juste la partie du pâturage en bas qui est trop humide en fait pour être cultivée sous forme de café. Dans ces champs de café, il y a un petit peu de diversité, on va le voir, mais malgré tout, le café est absolument survalorisé. Il envahit en fait l'espace agricole dans cette propriété. Ce café est une marchandise standardisée, c'est-à-dire que peu importe la qualité que produit l'agriculteur, en fait, elle lui est, peu importe la qualité, non pas gustative, mais environnementale de ce café. Il peut le cultiver en bio, en fait, dans la localité. Il n'y a que des intermédiaires commerciaux pour du café standardisé pour l'envoyer sur les marchés internationaux. Le prix est attractif, aucun doute, il a contribué à une amélioration des revenus dans la région, mais il y a une forte dépendance commerciale. Les prêts dans la région sont conditionnés à la culture du café. Quand vous allez dans une banque et que vous demandez un prêt, on vous dit vous avez combien de pieds? Et c'est à partir de là que vous pouvez obtenir un prêt et on vous demande comment vous le cultivez. Et si vous dites que vous faites de l'agroforesterie, vous n'avez pas de prêt. Donc il y a un très fort conditionnement institutionnel et financier pour ce type de culture. Il y a une assistance technique qu'on appelle au Brésil extensionniste, dans le sens où c'est des gens qui diffusent en fait, ou diffusionnistes, diffusent toujours les mêmes techniques aux agriculteurs. Les agriculteurs les décrivent comme des recettes. Le mot est significatif. On dit, mais moi j'applique la recette que le vendeur ou que le technicien m'a dit, qui est en fait une forme d'acculturation. Cette recette est orientée vers la productivité et pour obtenir vers la productivité, vers la spécialisation. Et tout ça se fonde sur un rôle qui est là aussi socialement assigné aux hommes, qui est un rôle de génération de revenus, qui dit qu'en gros, pour être un mec, un vrai, si vous me passez l'expression, il faut générer des revenus, il faut être moderne, donc productif et spécialisé. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un doux rêveur, un fou, un type qui n'est pas digne. La pression sociale, en fait, la sanction sociale est extrêmement forte. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une relation extrêmement inégalitaire entre hommes. Les paysans ne sont pas du tout au même niveau que les agents techniques, financiers et commerciaux. Et donc, entre eux, il y a une relation d'autorité technique, financière, commerciale qui s'établit. Et le paysan est à la charnière de ces relations. À la fois, il a un pouvoir sur les femmes de sa famille, mais il est lui-même dans une relation extrêmement verticale par rapport aux autres hommes de ce système technico-financier commercial qui, en fait, forge le territoire et le paysage. Donc, si on fait les mêmes flux de diagrammes pour ces champs de café, on a un résultat complètement différent, extrêmement appauvri. Ce qu'on voit dans les intrants, c'est les magasins agricoles qui fournissent les engrais, les herbicides, les insecticides, les formicides, d'autres agrotoxiques, le calcaire pour l'amendement des sols, les arbres fruitiers, parce qu'il y a quand même un peu de diversification, et les boutures, donc une définition extrêmement étroite des techniques par cette relation marchande. Ce qu'on voit aussi, c'est la délégation à une main-d'œuvre, un ouvrier agricole encore plus précaire que l'agriculteur lui-même pour appliquer les produits les plus dangereux. Si on regarde les flux sortants, on a là aussi quelque chose de relativement appauvri, principalement quand on regarde en termes de volume. Ce qui est extrêmement valorisé, c'est la vente du café à des intermédiaires commerciaux qui en déterminent le prix selon la qualité gustative et qui crée une dépendance commerciale. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les autres flux, ils concernent principalement ce qui n'est pas du café, ce qui est en fait des cultures intercalaires dans le champ de café qui, eux, vont circuler encore dans des flux d'autosuffisance et de réciprocité.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est à quel point cette relation marchande de vente du café va en fait construire le paysage et construire les techniques de production et construire le sol. Donc, si je résume, ce que j'ai essayé de montrer, c'est deux chaînes socio-économiques, enfin, qui vont de la construction socio-économique du territoire jusqu'à celle du sol. D'un côté, la standardisation des marchandises, une assistance technique extrêmement spécifique et ciblée, des préconditionnés qui vont mettre de la valeur sur un seul produit. Ça peut être le café, mais ça peut être bien sûr le soja, la canne à sucre et d'autres monocultures qu'on trouve très fortement au Brésil. Une spécialisation et la destruction de la vie du sol. De l'autre côté, une pluralité économique, une diversité de relations d'échange, une diversité de savoir qui permet de maintenir cette diversité de valeurs et d'usages dont on a vu qu'elles sont la clé pour des pratiques d'agrobiodiversité, de fertilisation qui elles-mêmes permettent une riche vie du sol. Entre les deux, il y a un rapport qui est non pas interpersonnel, mais un rapport social, un rapport de genre, une dévalorisation et une pression. Donc le haut, enfin la spécialisation tend à occuper tout l'espace agricole, à acculturer les savoirs, à réduire les usages. Et ce qu'on observe, c'est évidemment des contre-pouvoirs aussi. Donc ces organisations agroécologiques, des circuits alternatifs qui sont des formes d'économie politique, des alliances y compris avec des scientifiques, qui vont permettre, par des indicateurs du sol notamment, de montrer aussi la valeur, enfin de légitimer finalement les pratiques existantes. Pour conclure, en quelques mots, j'ai essayé de montrer donc ce lien vie du sol, vie des plantes et vie sociale sur ces deux versants, diversité versus spécialisation. J'ai essayé de montrer que cette fabrique de la spécialisation, elle est genrée, qu'elle joue sur le rôle masculin de pourvoyeur à travers une chaîne tout à fait hiérarchique entre les agents techniques, commerciaux, financiers et les paysans, qui se fondent à la fois sur un pouvoir économique, mais aussi sur des formes d'autorité technique et scientifique pour présenter comme moderne et donc progressiste ce type d'agriculture qui, en fait, aujourd'hui, on le sait, est tout à fait destructeur. On a une fabrique genrée, elle aussi, de la diversité, de la transformation. Ça, j'ai peu explicité, mais en fait, c'est le passage du travail féminin comme étant considéré comme traditionnel et donc arriéré, à étant aujourd'hui considéré comme traditionnel et en réalité agroécologique, qui se fait par des alliances, par des actions collectives pour disputer la valeur, par des projets de recherche-action, et qui en fait va valoriser le féminin, mais peut aussi arriver à faire bouger le masculin. C'est ce que des chercheurs ont appelé des masculinités écologiques, ce qui implique évidemment une forte redistribution des relations de pouvoir. C'est pas une décision individuelle des hommes, c'est en fait un mouvement collectif. La littérature montre que ces relations sont structurantes bien au-delà de ce territoire, bien au-delà du cas du Brésil. C'est la littérature sur l'écoféminisme, sur différents pans de la littérature en genre et environnement, genre et agriculture familiale. Et enfin, je suis partie ici d'une échelle extrêmement locale, mais évidemment, il y a aussi une économie politique qu'on peut déployer à une échelle méso- et macroéconomique. Et puis, il y a aussi toute la perspective temporelle qui est très importante pour comprendre l'histoire dans le temps de la modernisation agricole et de sa contestation actuelle avec l'agroécologie. J'ai un petit peu long moi aussi, je peux m'excuser. Merci beaucoup. Grand merci à nos deux conférenciers pour ces exposés extrêmement intéressants. Et donc, on va lancer la discussion et je vais d'ores et déjà l'amorcer via une question qui me vient à l'esprit en entendant vos deux exposés. On a l'impression en fait que qu'on a un modèle en sablier entre ce qui se passe dans le monde occidental et dans le monde tropical, on va dire ça comme ça. Donc, Benoît, on a l'impression qu'on part du haut du sablier avec une prévalence de l'agriculture intensive, de l'agrochimie, et la science tend à dire ce qu'il faut faire, c'est tout le contraire, un retour à de l'agroécologie, de l'agriculture traditionnelle. Et inversement, Isabelle, on a l'impression que la situation que tu nous décris, c'est on a de l'agriculture traditionnelle et les pressions sociales et les pressions économiques tendent vers un développement, vers une agriculture industrielle, comme ce qui est prévalent en Europe. Et du coup, comment est-ce que vous voyez
ces deux antagonismes où d'un côté on pousse la science et les scientifiques poussent dans un sens, et de l'autre côté, la société et les contraintes économiques poussent dans l'autre sens. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces deux types d'agriculture en fonction de ces pressions scientifiques, entre guillemets, et de ces pressions sociétales et économiques? Je sais pas si tu peux démarrer. Ou si tu préfères. Alors, je vais essayer Non, c'est une question très importante qui, en fait, renvoie précisément à cet aspect de l'histoire, en tout cas de mon point de vue, de l'histoire de la modernisation agricole que j'ai pas du tout abordé. Au Brésil et dans la plupart des pays dits du Sud, les années 60, grosso modo, marquent l'arrivée de la Révolution verte, qui a été qui a eu lieu plus tôt en fait en Europe, mais qui a eu lieu aussi, je pense que Benoît pourra sans doute en dire un mot. La Révolution verte, c'est à la fois un ensemble de techniques, donc de mécanisation, d'intrants chimiques, d'usage de machines intensives en énergie fossile, mais c'est aussi au Brésil une accaparation des terres, en fait. Une accaparation foncière extrêmement large qui va elle-même se fonder sur une structure foncière qui hérite d'un système esclavagiste. Il faut bien garder en tête que jusqu'à la fin du XIXe siècle, le Brésil est un pays esclavagiste. Donc c'est important de dire ça pour comprendre les forces sociales en présence. Dès cette époque, en fait, vont se constituer des mouvements agraires qui vont demander une réforme agraire, qui vont contester des rapports de travail extrêmement inégaux, qui au départ n'ont pas une dimension environnementale. Mais en tout cas, cette dispute entre une agriculture industrielle qui se déploie dans de grands domaines et avec une forme d'exploitation du travail très forte, elle démarre dès les années 60-70. Au cours des années 80-90, on voit apparaître une critique écologique de cette agriculture par des écologistes assez connus au Brésil, Ana Primavesi, Lutzenberger notamment, mais aussi par des paysans et par des agronomes moins connus, mais qui travaillent avec ces paysans. Et donc là, on voit la science qui va commencer à tisser des relations, mais des relations différentes en fait avec ces paysans. Des relations de co-construction de savoir, des relations on va vérifier ce que vous dites et on va construire des indicateurs qui vont donner une légitimité finalement à vos pratiques et qui éventuellement aussi peuvent conduire à les faire évoluer. Et donc, on arrive dans les années 2000 avec le terme agroécologie qui surgit au Brésil. Donc, le terme existe au Brésil, agroécologien, et il a un sens extrêmement politique, extrêmement ancré en fait dans ces mouvements agraires plus anciens. Agroécologie, ça veut dire technique, ça veut dire savoir alternatif, ça veut dire lutte pour le foncier et ça veut dire lutte pour les droits du travail. Ça veut dire tout ça à la fois. Et donc, je dirais qu'on a à la fois cette aspiration que tu as décrite d'une agriculture traditionnelle vers une agriculture industrielle, mais on a aussi, et depuis 50 ans, des contre-mouvements très forts. On a donc en permanence, en fait, une lutte politique et scientifique pour ces deux agricultures. Donc le Brésil, aujourd'hui, est un pays complètement divisé, très polarisé, et où l'agro-industrie, qu'on appelle l'agro-négocio, l'agro-business au Brésil, c'est le terme qu'eux-mêmes revendiquent, c'est pas juste une insulte, mais c'est le terme que ce secteur agroalimentaire revendique pour dire toute son importance. Ce secteur pèse politiquement 2/3 des parlementaires brésiliens. Il a une force invraisemblable au Congrès brésilien, capable de faire passer des lois de flexibilisation, de libéralisation de l'usage des agrotoxiques, des nouvelles lois d'accaparement des terres autochtones, des lois de destruction des contrôles environnementaux, etc., etc. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà, peut-être un peu trop longuement même. C'est un peu ce qui se passe ici aussi, Benoît. Du côté européen, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, le mouvement a commencé un peu différemment, parce qu'effectivement, on a les conséquences de la Révolution verte qui arrivent plus tôt, qui arrivent déjà dès la fin de la guerre et la disposition, tout cet azote produit par Haber-Bosch dont on ne sait plus quoi faire puisqu'on fait plus des bombes avec. Donc effectivement, il faut le recycler dans quelque chose, notamment faire des engrais. On a cette mise en place de ces remembrements et de cette réorganisation du système agricole avec la mécanisation intensive qui est arrivée assez tôt.
Et en fait, on a aussi le fait que petit à petit, on a mis en place un système de subvention qui a beaucoup joué sur la façon dont se structurait l'agriculture. Et on a maintenant une forme de dépendance aussi à ces subventions et qu'il y a donc un pilotage politique aussi du point de vue de l'organisation de l'agriculture européenne. Et dans un monde qui s'est mondialisé progressivement et où maintenant on a des marchés mondiaux où on peut acheter du blé pakistanais ou du blé français et que tout est mis sur la même table et c'est simplement le prix qui va faire les choses, indépendamment de la valeur écologique et qu'aujourd'hui il n'y a pas une vraie rémunération de la qualité écologique des productions, on se retrouve dans une situation où effectivement ça peut être quelque part une réorientation de la PAC qui peut être un des leviers pour arriver à faire bouger plus facilement le monde agricole et que on a effectivement aussi une sorte de dichotomie entre deux mondes agricoles, entre un monde qui est plutôt drivé par certains syndicats majoritaires et qui parle plutôt d'un modèle qui effectivement va vers plus de production, vers des plus grandes exploitations et qui est de ce point de vue-là très très collé au mode de fonctionnement de la PAC qui a tendance à plutôt redistribuer vers ce type de production-là. Et puis de l'autre côté, on a des syndicats agricoles minoritaires qui poussent vers d'autres types qui sont plus agroécologiques, qui sont une réappropriation des terres avec leur retour à de la polyculture élevage, là où pendant 50 ans, on a prôné la monoculture, l'hyperspécialisation, avec des régions qui produisent de la viande, des régions qui produisent des céréales, etc., etc. Et donc, on est vers une promotion de l'agroécologie qui, en fait, est vraiment pas un retour en arrière pur et dur à la polyculture élevage, mais qui, en tout cas, pousse à refaire des liens et des circularités aussi, avec justement, là, on voit bien hein, dans les quintailles, on a cet effet de reprendre les fumiers des productions animales et de les remettre sur parcelle, etc. Cette circularité, on l'a pas mal perdue au niveau de l'agriculture européenne. On est rentré dans d'autres types de redistribution de matières organiques. On a notamment tout ce qui est épandage de boue, de stations d'épuration, digestat de méthaniseurs, etc. Ça pose aussi d'autres nouveaux problèmes d'un point de vue sanitaire ou d'un point de vue sécurité alimentaire. Hein. Par exemple, quand on parle aujourd'hui des problèmes liés aux engrais avec les métaux lourds, ben en fait, quand on épand des bouts de station d'épuration, en général, le cadmium, on en met juste 25 fois plus que quand on met de l'engrais. Donc, faut aussi arriver à analyser toutes les circularités qu'on peut mettre en place dans ce fonctionnement des agrosystèmes en ayant en tête les questions de sécurité sanitaire et de désastres écologiques qu'on pourrait créer aussi. Dans la façon dont on voit aussi la mise en place de ces pratiques agroécologiques, là, les inoculations dont j'ai parlé tout à l'heure, ça pose aussi des questions en termes de biosafety. Quel type de microbes on peut utiliser, puisque certains sont très bons sur plantes, mais peuvent être des pathogènes opportunistes. Donc, il y a des questions autour des listes de micro-organismes qu'on peut homologuer, de la façon dont on peut ou pas les appliquer dans les champs. Donc, moi, régulièrement, quand je parle de développement de bioinoculants, on me propose des scénarios à l'australienne où je ramène un mammifère de plus au milieu des marsupiaux. Même si dans les faits, 95% du temps, quand on inocule un microbe, on a bien du mal à le retrouver quelques mois plus tard. Donc, on a du mal à trouver des microbes qui s'implantent bien. Et donc là rentre aussi en jeu l'aspect de est-ce que ce sont les leaders de l'agro-industrie qui se mettent à produire des inoculants et à produire des plantes qui sont adaptées à certains microbiotes et qui vous vendent un pack avec les graines enrobées directement avec les microbes, ou est-ce qu'on est sur une réappropriation agroécologique de ces mécanismes avec de la culture de microbes qui est prise localement dans les parcelles pour retourner sur ces mêmes parcelles, où on utilise les variétés population, les variétés traditionnelles comme support de culture. Donc là, on peut se poser des questions aussi sur comment faire pour que l'agroécologie puisse être quelque chose qui soit partagé sur les différents modèles de production et puisse en tout cas moduler aussi la trajectoire de l'agriculture la plus productiviste qui soit en tout cas, qui pour l'instant n'était pas très tournée vers l'agroécologie, mais là, à nouveau, on voit que les industriels se tournent vers ces questions-là. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que ça va se traduire par réellement des changements profonds? Ça, je suis pas devin pour le dire. Ouais. On va prendre une question dans le chat. Si quelqu'un veut poser une question dans le chat, vous pouvez lever la main et je pourrais vous donner la parole. Ou alors, sinon, elles sont juste à droite là-bas. Il y avait une question sur la composition et l'effet de la litière forestière fermentée, l'IFOFER, peut-être plutôt pour Benoît. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Alors, moi, j'ai pas travaillé plus que ça sur les litières fermentées. J'ai simplement, là, pour l'instant, dans l'équipe, nous, on travaillait historiquement sur la fertilisation minérale parce que sur le maïs, c'est essentiellement ça qui est utilisé. Là, on commence à avoir des projets où on travaille sur l'utilisation de fertilisation organique. On s'intéresse notamment à tout ce qui est BRF, donc le bois ramial fragmenté. Donc là, on n'est pas sur de la litière forestière, on est sur les débris de taille d'élagage des arbres en ville, des jardins et des propriétés des particuliers. Mais là, c'est des volumes qui sont quand même conséquents aussi. Et ces bois fragmentés, ils peuvent servir aussi à de l'amendement des sols. Alors après, il y a toujours des questions sur quel est le taux d'azote et le taux de carbone dans ce qu'on met dans le sol, parce que si vous mettez que du carbone dans le sol, au final, les microbes ont faim d'azote et ils vont piquer l'azote et pas le donner du tout aux plantes. Donc en fait, il faut faire aussi attention à quelle est la composition carbone-azote de ce qu'on apporte dans un sol. Et donc là, pour les litières fermentées, j'avoue que je ne les connais pas particulièrement en tant que telles. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure collecter les litières en forêt, c'est pas retirer quelque chose qui doit cycler normalement dans la forêt. Donc ça, je les connais assez mal, ces litières, je suis désolé. Je peux pas me dire beaucoup plus. Je vois que quelqu'un a levé la main, on peut peut-être donner la parole à cette personne si j'y arrive. Donc, comité de résolution. Alors, j'ai pas le titre en entier, mais je vous donne la parole normalement. Oui, oui, Bonjour. oui, bonjour. Bonjour, je suis désolé pour que ne comprends pas le bug de Zoom qui m'appelle comité de résolution des conflits. C'est Geneviève Tay, chercheur à l'INRA. Et c'est moi qui ai posé la question sur la lithofère, qui est en fait une culture d'un écosystème microbien. Donc prélevé initialement en forêt, parce que souvent il y a une espèce d'idéal de l'équilibre forestier, voilà, les jardins forestiers, etc. Et donc ensuite c'est cultivé dans des, je sais plus comment ça s'appelle, là, les espèces de bidons, Fermenteur. voilà, dans des fermenteurs, exactement. Ensuite dilué, entretenu, on met du sucre et tout ça, et après on le répand sur les cultures pour doper les écosystèmes microbiens racinaires. Là, d'où ma question. C'est pour ça que je me demandais si vous aviez été regarder ça, parce que c'était très très proche de l'excellente présentation que vous nous avez faite. Merci encore. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter bientôt. Voilà. Merci bien. Bah, effectivement, donc le principe, sans que ce soit forcément des litières forestières en tant que telles, cette idée d'inoculation, elle pose la question de où on va chercher les microbes. Et donc là, cette notion de lithofère, telle que vous l'expliquez, c'est globalement quelque chose d'assez empirique. On va cultiver les microbes déjà en communauté, et puis advienne que pourra quant aux équilibres qui se mettent en place en fonction de ce que vous mettez dans le fermenteur. C'est sûr que si vous mettez du sucre, vous allez peut-être sélectionner certains groupes bactériens ou certains groupes microbiens. Là, l'idée, effectivement, quand on veut faire des inoculums, c'est d'aller choisir de façon assez pertinente les milieux où on va chercher les microbes. Donc là, typiquement, moi, je compare des parcelles de conventionnels avec des parcelles en organique. Et en général, quand je veux aller créer des collections, bah, je prends des parcelles qui sont en organique, voire qui sont en 0 entrant de synthèse depuis un certain temps. J'ai des historiques de parcelles. Je prends des parcelles où j'ai des couverts quasi permanents, notamment des couverts avec légumineuses, avec une diversité au sein de la parcelle, de façon à maximiser la diversité microbienne de ce que je vais avoir. Et puis en prenant des sols qui n'ont pas été amendés pendant très longtemps, on va aussi restaurer des équilibres autour de ces cycles de l'azote et de ces cycles des différents minéraux. Des sols qui ont été amendés massivement avec des engrais de synthèse, en général, bah, ils vont mener à des changements de communauté microbienne et on va avoir une disparition de certains acteurs de ces reconversions, de cette mobilisation d'éléments minéraux. Donc effectivement, que ce soit une source forestière ou une source provenant de parcelles qui sont les moins anthropisées ou en tout cas qui n'ont pas subi trop les dégâts d'applications chimiques, c'est quand même préférable. On peut donner la parole à Denis Chartier. J'essaye de vous la donner. Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro. Ouais, c'est bon, merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ces deux présentations vraiment très stimulantes. Moi, j'ai une question adressée à vous deux sur vos terrains et dans vos recherches. Est-ce que les personnes avec qui vous échangez euh, parlent en fait des effets du changement climatique sur
sur la faune microbienne, en fait. Et est-ce qu'il l'adresse directement en faisant un lien ou pas? Et voilà, incidence, est-ce qu'ils évoquent le fait que ça pose des problèmes dans les choses qu'ils ont stabilisées dans des pratiques agroécologiques depuis pas mal de temps et qui sont obligés en fait de reconsidérer un peu certaines pratiques et, voilà, qu'ils peuvent avoir. Peut-être pour préciser, moi, je mène depuis un certain temps des recherches chez des vitiviniculteurs qui travaillent plutôt avec des méthodes en vin naturel et qui parlent de plus en plus en fait de cette question-là et qui vraiment l'associent à ce qui se passe dans les sols et la faune microbienne et jusque effectivement à l'effet que ça a sur les petites levures indigènes qu'ils retrouvent plus ou pas ou différemment dans les cuves. Et évidemment, il y a la question de l'azote aussi. Voilà. Ok. Merci pour cette question. Donc, effectivement, le changement climatique, on se le prend un peu tous pleine figure et on doit l'accompagner comme on peut pour ce qu'on doit gérer. Côté microbien, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Côté des plantes, ça change aussi pas mal de choses. Donc, on voit qu'on a globalement une remontée des climats méditerranéens sur une bonne partie de la France. Et on voit que certaines zones vont peut-être plus être propices à certaines cultures. Le microbiote, lui, peut permettre de tempérer une partie des problèmes. Donc, effectivement, que ce soit les champignons mycorhiziens, la présence de bactéries produisant des biofilms, tout ça, ça permet de maintenir une certaine forme d'agrégation des sols et une certaine humidité dans les sols. Donc ça peut concourir à une meilleure capacité à maintenir les productions malgré le changement climatique. Il y a aussi des changements de pratiques qui consistent à avoir un couvert plus important au niveau des sols pour limiter, pour avoir un meilleur ombrage aussi des sols, pour avoir une meilleure conservation de l'humidité. Donc tous ces aspects y jouent pas mal. Maintenant, on peut pas se battre contre l'impossible, donc il y a quand même des limites fortes. Là, on voit que pour le maïs, typiquement, on a des limites, des besoins en eau qui, pour l'instant, sont de moins en moins bien couverts et nécessitent d'aller piocher de l'eau dans des nappes phréatiques ou d'aller créer des réserves en, en plein air. Hein. C'est ce que certains qualifient de méga-bassines, et donc ça pose pas mal de questions et de conflits autour de l'utilisation de l'eau. Les microbes y permettront à la marge d'améliorer certains aspects. La sélection de plantes plus résistantes à des stress abiotiques comme la sécheresse, ça peut aider partiellement. Mais concrètement, je pense qu'il va falloir quand même une refonte de la façon dont on pense les productions, et notamment par région. Et donc ça risque d'aller secouer aussi la notion de terroir qui nous est si chère en France, parce que des zones qui ont été capables de produire certaines denrées pendant des centaines d'années, qui sont construites euh, une sorte de réputation, vont d'une façon ou d'une autre être contraintes de changer une partie de leur production. Et donc ça risque d'avoir des conséquences aussi dans l'organisation sociétale et sociale assez importantes. Oui. Au niveau des agricultrices et des agriculteurs qui sont les interlocuteurs de notre recherche au Brésil, il y a une perception très, très forte des changements climatiques, mais j'ai du mal à identifier un discours spécifiquement sur les micro-organismes du sol. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'un côté tout ce qui est réchauffement climatique qui finalement conduit à une intensification de certaines pratiques agroécologiques, notamment de couverture du sol et notamment de culture sous ombrage en fait. Le café en plein soleil, c'est typiquement une technique de productiviste, d'occupation de tout l'espace, dont on arrive là, dont on touche vraiment les limites, c'est-à-dire que le café arabica, qui est la variété qui est cultivée dans la région, perd ses fleurs au-dessus d'une certaine température. Donc en fait, il n'y a pas de graines. Et donc, l'introduction d'arbres dans les champs de café, qui est en gros du café agroforestier, est une réponse. Voilà. Par contre, il y a, comme disait Benoît, il y a des choses qui sont absolument destructrices et pour lesquelles il n'y a pas de réponse, même en agroécologie, parce qu'il y a non seulement la chaleur, mais il y a aussi tous les éléments extrêmes. Donc, il y a eu des inondations, il y a eu de la grêle, il y a eu des gelées, voilà. Donc là, ces dernières années, pour ce qui est du café spécifiquement, il y a une baisse des volumes, hein, une baisse des volumes qui est due aux aléas climatiques.
Je ne sais pas si on a d'autres questions Il y en a une dans le chat. du chat. Ouais, ouais. C'est une question, oui, je pense, qui était sur la présentation de Benoît tout à l'heure sur, du coup, l'illustration qui avait été faite sur le maïs et sur les variétés. Euh, je ne sais pas si tu la lis d'ici, Alors, je lis la question, mais mais je suis pas sûr de très bien la comprendre parce il me que semble, ouais. effectivement, c'était un panel de variétés. Donc, si éventuellement la personne souhaite la reposer Oui, à l'oral, ce sera peut-être plus facile dans un échange oral. je vous donne, donc je crois que ouais, vous pouvez normalement activer votre... Bonjour à tous et merci pour ces deux excellents exposés et l'organisation du séminaire. Non, c'était juste j'ai besoin d'une précision. À un moment, il a été évoqué que la différence de type de pratique sur le sol avait des effets sur les épis de maïs et l'illustration présentait différents types d'épis de maïs et je ne savais pas si c'était pour une même variété avec différentes manières de le cultiver. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais l'idée était plutôt de dire on prend un panel de variétés de maïs, on les cultive dans un même sol et on voit elles ne tirent pas le même microbiote. Et donc, en D'accord. fait, c'est pas le microbiote qui va induire à ce point-là des changements sur la Ok. forme et la couleur de nos plantes, hein. C'était plutôt se dire que globalement, jusqu'à présent, les sélectionneurs, ils travaillent essentiellement sur des critères qu'ils peuvent voir et qui sont observables facilement. Donc, la taille d'une feuille, la verdeur d'une feuille, la taille de l'épi, la couleur des graines, tout ça, c'est des choses qui sont très faciles à observer. On peut même les faire par survol de drone au-dessus des parcelles et on a l'info tout de suite et pour des milliers d'individus. Par contre, déterrer une plante, aller regarder la forme de son système racinaire, quelle architecture elle a, etc. Et puis ensuite, aller récolter des exudats racinaires et les analyser en chimie analytique, c'est un boulot qui est monstrifère en termes de quantité de travail, de complexité technique. Il faudrait avoir un spectromètre de masse dans le champ pour pas que les exudats aient changé de composition entre le moment où on les récolte. Sinon, c'est quelque chose qui est techniquement extrêmement difficile. Et donc, ce que je souhaitais mettre en évidence, en fait, c'est que pour l'instant, on ne regarde pas ce qui se passe sous terre, ou très peu, et on a des indicateurs qui sont souvent assez grossiers, assez simples. Ça peut être de la chimie du sol, ça peut être parfois des métabarcoding, donc l'analyse d'amplicons de séquençage de microbes, mais on a très très peu d'informations sur ce qui se passe sous le sol. Or, on sait que la diversité qu'on observe au niveau aérien, il existe la même diversité dans les architectures racinaires, dans les compositions d'exudats, etc., etc. Et que ça se traduit par un changement de sélection des microbiotes. Et donc, si j'illustrais par des épis, c'était juste pour montrer l'aspect diversité. Ce que je souhaitais mettre en évidence, c'était plutôt que grâce à ces panels de diversité, on peut aller identifier spécifiquement des régions du génome qui vont être associées à la capacité à sélectionner des microbes. Et donc, de ce fait-là, on va pouvoir être capable ensuite d'aller faire des programmes de sélection où on va croiser ces plantes, on va introgresser ces loci génomiques et ces gènes qui vont permettre de sélectionner un microbiote favorable. Et donc, quelque part, pour l'instant, c'est quelque chose qui est sur le papier très intéressant. Les sélectionneurs ont l'air intéressés par ça, mais la mise en place pratique, elle est quand même assez compliquée parce que, à nouveau, quand bien même vous avez réussi à créer votre plante, revérifier qu'elle a bien les bons exudats et le bon microbiote, bah, c'est à nouveau des expériences extrêmement chères par rapport à un petit survol de drone et quelques analyses d'images. Donc, je voulais juste mettre en exergue, en fait, la complexité technique et les défis technologiques et le coût, le surcoût qu'il va y avoir pour pouvoir faire de la sélection de plantes à même d'avoir un microbiote plus ou moins efficace pour l'acquisition de nutriments, pour la protection contre des agents pathogènes. Et donc, Bon, désolé. merci beaucoup pour la recherche Mal exprimé. d'indicateurs simples et visibles dès la surface. Alors, on vous laisse travailler Ouais, pour le sous-sol. merci. Merci. Et moi, j'avais une question sur du coup la prévalence des facteurs d'uniformisation d'une certaine variété, enfin d'une certaine plante ou d'une certaine, d'un certain légume, etc. Par exemple, sur le maïs, je vois qu'il y a une grosse différence entre le maïs qu'on voit en Europe, qui est formaté au possible, et le maïs qu'on peut voir en Amérique latine, où on a du maïs noir, du maïs violet, des maïs de tout type de forme, de tout type. Et je voulais savoir si c'est enfin, voilà, la prévalence des facteurs, est-ce que pour vous c'est très culturel, très en relation avec l'industrialisation, Alors, et c'est une question un peu pour tous les deux.
Moi, ma perception de cette question-là, c'est que ça illustre un peu les aspects de domestication des plantes. Donc, effectivement, l'Amérique centrale, c'est le berceau de domestication du maïs. Donc là, on a une diversité très importante. On a aussi une diversité d'usages, hein. C'est-à-dire que le maïs sert pas que à faire du maïs en grains. On a pas mal d'utilisations différentes avec également les processus de nixtamalisation. On va transformer la graine de maïs de façon à la rendre consommable sous une autre forme, etc. Avec tout ce qui est pâte à tortilla, etc. Et ce qui a été exporté et ramené vers l'Europe ou ramené vers les États-Unis pour de l'agriculture intensive, là, on est déjà sur des choix de sous-sélection de variétés. On a un appauvrissement progressif du pool génétique au cours de la domestication. Et ce qu'on développe comme variété commerciale, ensuite, c'est essentiellement de l'hybride F1 pour bénéficier de la vigueur hybride de l'hétérosis, qui font qu'en gros, un hybride F1 va avoir des performances qui sont supérieures à ses deux parents. Et donc là, c'est sur un modèle de production où effectivement, on n'a pas des variétés population, on n'est pas sur du maintien de graines traditionnelles et de variétés traditionnelles. On est aussi sur un modèle d'agriculture qui est différent. On achète de la semence chaque année et on rachète l'année suivante. On va rien garder de sa production et on va pas essayer de replanter ses propres semences. Ne serait-ce que parce que l'effet d'hétérosis qu'on a sur la première génération, on la perd dès qu'on la recroise avec elle-même, dès qu'elle s'auto-féconde, on retombe sur des caractères ancestraux des parents et on n'a plus cette uniformité et cette performance accrue qu'on a chez les hybrides. Donc là, on se heurte à deux phénomènes à la fois. D'un côté, l'effet domestication, appauvrissement génétique, et de l'autre côté, modèle de culture traditionnelle où on garde ces variétés, où on maintient ces variétés locales qui sont localement adaptées, qui ont une production optimisée pour les conditions locales, versus une agriculture productiviste où on va proposer un kit avec la plante hybride F1, les engrais qui vont avec, l'itinéraire technique qui vont avec, pour une production qui, elle, va être essentiellement commerciale. Mais climatiquement, ce serait pas impossible de faire pousser Il y a de plus en plus de travaux. Des patates, pardon. Là, il y a des travaux qui ont été lancés par des collègues de l'INRA et du Moulon, notamment des programmes qui s'intéressent aux variétés traditionnelles d'Europe. Alors, les variétés traditionnelles d'Europe, tout est post-colombien, on est d'accord, c'est des maïs qui sont arrivés il y a quelques centaines d'années, mais on voit qu'il y a des usages traditionnels qui se sont développés dans certaines zones en Europe, notamment les maïs à polenta qu'on va trouver dans les Balkans et en Italie. On va avoir des variétés population où là, on a de la diversité génétique, etc., etc. Donc là, il y a un regain d'intérêt aussi de la part des chercheurs européens vers les variétés population locales et vers la compréhension de comment il y a eu une adaptation locale de ces maïs au fil de 100, 200 ans de culture, et comment on peut tirer bénéfice de ces poules génétiques un peu plus diversifiées que nos variétés commerciales hybrides F1 habituelles, pour essayer de revenir chercher dans ces poules de gènes des gènes d'intérêt ou développer même des variétés population qui pourraient être inscrites au catalogue. Sur le blé aussi, il y a pas mal d'efforts actuellement, hein. Il y a Jérôme Angelbert, Isabelle Goldringer, il y a un certain nombre de personnes qui sont des chercheurs INRAE qui développent des programmes autour de la multiplication des variétés population et leur appropriation et l'intégration de chaînes qui vont de la production jusqu'à la transformation, la vente, etc. Et donc c'est quelque chose qui s'ancre dans des territoires et dans des communautés de façon un peu différente de la façon dont on fait du commerce mondialisé de graines. Exactement ce que j'allais relever, le travail qui est fait, alors je ne savais pas par les scientifiques, mais en tout cas par des associations locales. Je suis en train de vérifier le nom, l'association Pétaniel notamment, qui est en fait le nom d'une variété ancienne de blé. Cette association elle est basée en Occitanie, mais elle essaime au-delà de l'Occitanie, elle maintient une centaine de variétés de blé. Et ce qui est fondamental pour ça, c'est en fait d'organiser les circulations de ces variétés. C'est en fait de rétablir des valeurs d'usage, de rétablir des relations, de rétablir une pluralité de circulation socio-économique. Donc les gens qui adhèrent à cette association s'engagent à cultiver juste 1 mètre carré d'une espèce de blé, qui ensuite, les semences sont ensuite redistribuées à d'autres personnes qui s'engagent eux-mêmes à cultiver 1 mètre carré. Et tout ce blé récolté donne lieu à une fête de battage qui est aussi une manière de recréer du lien social. Donc c'est pas juste folklorique en fait. Enfin moi ce qui me paraît très important, c'est de bien voir que ces variétés, elles ont effectivement des déterminants climatiques, mais elles ont surtout des déterminants économiques. C'est ce qu'on entend dans ce que dit Benoît, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est vraiment le fait de standardiser les marchandises. C'est-à-dire qu'un marché international, en fait, il ne s'intéresse pas à la diversité, il n'en veut pas.
ça ne pose pas de problème de créer un maïs hybride qu'on ne pourra pas reproduire de génération en génération, qu'on ne pourra plus enrichir génétiquement. Parce qu'en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est à un moment donné un produit qui va pouvoir avoir un prix, qui va pouvoir organiser les échanges. Et ça, c'est l'appauvrissement. Et dans le maintien des usages, comme par exemple les usages culinaires du maïs en Amérique centrale, c'est pas juste folklorique en fait, c'est quelque chose de fondamentalement économique qui souvent passe sous le radar d'une vision très étroite de ce qu'est l'économie, mais qui en fait d'un point de vue de l'économie, de la socio-économie et notamment de la socio-économie féministe est fondamentale, c'est-à-dire arrêter de penser que l'économie ce n'est que la partie monétaire et calculable, mais de voir, et quand on s'ouvre à ce monde souterrain de la reproduction sociale, on voit à quel point en fait cet univers est certes difficile à quantifier, bien qu'il y ait un certain nombre d'estimations voilà, qui peuvent marquer les esprits, mais en fait il y a une valeur énorme qui est produite, sauf qu'elle ne passe pas par ces circuits-là, et cette valeur aujourd'hui, c'est fondamental de la redécouvrir, de l'encourager par les relations sociales qui lui sont nécessaires, parce que sinon on arrive sur une crise environnementale majeure. On est déjà sur cette crise, quoi. Mm. Et du coup, parce que moi, ce dont j'avais entendu parler, c'est bon, ces pratiques d'agroécologie où on fait des mélanges de variétés au sein d'un même champ pour minimiser la transmission des pathogènes, des choses comme ça. On arrive à des mélanges, donc dans le cas du blé. Et ce que j'avais entendu dire, c'était que les gestionnaires de la grande distribution ne voulaient pas de ces mélanges parce qu'on aboutit à de la fabrication de pain qui n'ont pas toujours le même goût. Donc du coup, peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la société peut faire pour aller dans le sens de l'agroécologie? On sait qu'il faut faire de l'agroécologie du point de vue scientifique, du point de vue sociétal. Qu'est-ce que vous pensez que nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le bon sens? Parce qu'on entend toujours dire, mais ça sert à rien, les initiatives individuelles. Et moi, ça m'énerve ce point de vue. Comment vous voyez les choses? Je pense que le changement social, c'est toujours une dialectique entre un changement collectif à différents niveaux et puis des changements individuels. Donc le changement ne peut pas être qu'individuel, les individus ne peuvent pas porter la responsabilité de tout changement et de toute façon, c'est structurellement pas possible, mais en même temps, nos changements alimentaires, ils sont déjà là en réalité. Et je pense qu'ils sont à la fois perçus individuellement, mais en fait, je ne suis pas du tout une sociologue de l'alimentation, mais en fait, on voit quand même grosso modo qu'il y a une détermination sociale qui est très forte, puisqu'on voit à un niveau macro une baisse de la consommation de viande, quand même une augmentation de la consommation bio, etc. Donc je pense que la réponse, elle est contenue dans ta question, c'est en fait... s'ouvrir à des consommations différentes, à des punks, donc des aliments non conventionnels, et peut-être pour réintroduire malgré tout un petit peu de collectif, je vous parlais dans mon exposé des programmes d'alimentation scolaire qui permettent d'acheter des produits de l'agriculture familiale. Il y a tout un travail qui est fait, travail de lobby, avec les diététiciennes, souvent des femmes qui définissent les menus scolaires pour que précisément ils incluent les produits locaux, ces punks, donc, dans les menus de l'alimentation scolaire. Donc c'est une manière de réintroduire de la diversité. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire individuellement et manger est un acte politique, bien sûr. Benoît? Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a des choses qui sont en lien avec notre statut de consommateur et notre responsabilité quant à ce qu'on fait, ce qu'on achète. Mais il y a aussi le côté de quel est notre pouvoir économique réel. Je ne jette pas la pierre quand les gens achètent des produits ultra transformés parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. C'est facile de ma position de petit bourgeois d'aller donner des leçons sur acheter bio, acheter ceci, acheter cela. Mais effectivement, il y a la nécessité aussi que cette agroécologie soit plus lisible sur les étals. C'est-à-dire que effectivement, à l'heure actuelle, on a un label agriculture bio, on a du conventionnel, on a un label HVE qui est apparu il y a quelques années, mais dont on peut discuter de l'intérêt agroécologique et de l'intérêt écologique en tant que tel. Et donc là, le problème auquel on fait face, c'est aussi quelle est la définition qu'on donne à l'agroécologie, quel pilier de l'agroécologie on veut mettre en avant aussi. Est-ce que c'est la valeur sociale parce que la production se fait dans des meilleures conditions pour les humains qui sont derrière cette agriculture et qui vont avoir une qualité de vie meilleure? Est-ce que c'est un pilier qui est est-ce qu'on est essentiellement attiré par le pilier écologique et de se dire meilleur respect de l'environnement, etc., etc. Donc quelque part là, on a besoin peut-être d'une uniformisation aussi de ce qu'on appelle agroécologie pour être capable de labelliser, de donner une meilleure lisibilité aussi auprès des consommateurs à qu'est-ce qui est agroécologique ou qu'est-ce qui l'est pas.
Ce qu'on observe par contre, comme parole de fin, je dirais que du côté de la science participative, en tout cas, on constate qu'on a de plus en plus d'intérêt de la part du grand public pour participer à nos efforts de recherche et pour venir participer à ces programmes de cartographie des microbiotes, de projets où on fait pousser des plantes dans son jardin et on renvoie les semences. Donc là, c'était le cas pour du blé, mais il y a aussi des cas où actuellement on essaie de développer la culture du soja en Europe. Le soja est une plante qui vient d'Asie. Est-ce que les bons microbes sont là dans les sols ou pas? Il y a des essais de scouting qui se font comme ça en sciences participatives où des gens vont envoyer de la terre ou faire pousser du soja chez eux et renvoyer la plante de soja au laboratoire. Et par ces méthodes-là, on peut effectivement arriver à mieux participer à une sensibilisation de la population. Et puis, il y a bien évidemment ce qu'on fait nous aussi en tant que chercheurs à l'échelle des écoles, quand on fait des présentations de comment fonctionne l'agriculture, etc. Donc moi, j'appartiens à une structure qui est Saclay Plant Science, qui est une EUR qui est localisée sur l'ensemble du sud-ouest parisien. Et au sein de Saclay Plant Science, on a une organisation qui est des plantes et des hommes, où on reçoit des classes, où on va justement recevoir les élèves pour leur expliquer comment se fait la domestication des plantes, comment marche l'agriculture, comment marche la génétique végétale, et qu'est-ce que ça a comme traduction concrète et dans leur assiette, et dans leur vie de tous les jours, et dans les trajectoires de nos sociétés. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est important qu'on parle aussi aux différents publics, que ce soit les consommateurs, les acteurs professionnels de la production et de la vente, mais également les scolaires et donc les futures générations qui mettront en place ces changements au-delà de ce qu'on fait nous. Eh ben, je crois j'espère qu'on a fait le tour de la question. Et en tout cas, Nicolas et moi, on voudrait vraiment vous remercier, adresser un grand merci pour avoir accepté de participer à ce premier séminaire et pour vos interventions. Donc, grand merci à vous. Et puis, merci à vous tous en ligne pour vos questions, vos participations. Et voilà, et on se retrouve pour le prochain séminaire, Ouais. Nicolas. Qui aura lieu de mémoire le 19 octobre, mais je crois que la mémoire me joue des tours, c'est le 23 octobre. Ok, grand merci à vous. Merci à beaucoup. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.